Je vais effectivement vous parler de la vulnérabilité en droit comparé, mais avant cela, je voudrais prendre quelques secondes pour remercier très chaleureusement les organisateurs de m'avoir convié à ce colloque. Et ce ne sont pas des remerciements en l'air, ils sont pour moi chargés d'une émotion toute particulière, parce qu'il y a maintenant un petit peu plus de 20 ans, j'étais étudiant ici même, généralement assis par là-bas. J'y ai suivi beaucoup de cours dans cet amphi qu'on appelait à l'époque le Grand Amphi, et puis un jour est arrivé l'amphi Jousse. Et nous avons alors navigué entre l'un et l'autre. Et c'est pour moi des souvenirs émus, puisque je n'étais pas revenu donc, depuis cette époque. Alors, ceci dit sur mes sentiments personnels, je vais essayer de vous parler effectivement de la vulnérabilité en dehors de nos frontières, c'est-à-dire en droit comparé. Et puisque le colloque est pluridisciplinaire, il me semble qu'il n'est pas sans intérêt de commencer par rappeler l'humilité dont tout juriste doit faire preuve face au phénomène de la vulnérabilité, humilité du droit à lui-même, humilité de la comparaison juridique ensuite. Je m'explique. Le droit, qui est une technique de régulation sociale parmi d'autres, incarne des valeurs qui lui sont extérieures. Aucune des valeurs défendues ou exprimées n'est, me semble-t-il, inhérente à la notion de droit. Et de ce fait, pour s'en tenir au thème de notre colloque, un droit qui réserverait un sort néfaste aux plus vulnérables n'en serait pas moins du droit. Toutefois, si ces valeurs ne sont pas le critère du droit, elles n'en sont pas moins absentes pour autant, ce qui va conférer au droit une certaine orientation. Avec les moyens qui sont les siens, le droit formalise des choix sociaux, contribue à leur réalisation, quitte à devoir privilégier certains choix au détriment d'autres lorsqu'il y a une contradiction. Ce qui explique que la protection des plus vulnérables puisse, en droit, et non pas seulement en fait, être reléguée au second plan. Par exemple, lorsque la jurisprudence actuelle décide que la convention de gestation pour autrui pratiquée à l'étranger ne fait pas obstacle à l'établissement de la filiation entre l'enfant et le père biologique désigné comme tel dans l'acte de naissance, il est clair que le droit ne privilégie pas la protection des personnes les plus vulnérables que sont l'enfant et le plus souvent la mère biologique. Alors, de manière générale, ce qu'il faut dire encore sur ce premier point, c'est que le droit n'éradiquera jamais ni la vulnérabilité, ni l'exploitation des plus vulnérables. Cela n'entre pas dans son pouvoir. Le droit n'empêchera pas les hommes d'être ce qu'ils sont, violents, désireux, abusifs. En revanche, ce que le droit peut faire, c'est tracer des limites entre le comportement acceptable et le comportement inacceptable. Le droit peut également sanctionner, et donc dans une certaine mesure dissuader, la commission d'actes répréhensibles contre les choses ou les personnes vulnérables. Et puis il peut aussi réparer les dommages causés. Voilà ce que peut faire le droit, pas moins, pas plus non plus. Maintenant, la comparaison juridique. Il est assez facile à ce degré de généralité de franchir les frontières et de trouver, en dehors du droit français, une conception similaire à celle que je viens de décrire. Alors cette démarche d'ouverture doit être bien comprise. Il ne s'agit pas pour moi de militer directement ou indirectement pour une quelconque unification des droits. Il ne s'agit pas de partir à la recherche d'un hypothétique droit commun de l'humanité. Chaque pays a une situation qui lui est propre. Chaque peuple souverain doit décider des choix qu'il entend faire. Chaque droit est profondément marqué par la culture dans laquelle ce droit est élaboré et appliqué. Donc, la comparaison juridique ne vise ni à effacer la singularité des droits nationaux, ni à stigmatiser l'originalité d'un droit comme au motif que son seul tort, entre guillemets, serait de détonner parmi les autres. Cela signifie en l'occurrence que la définition de la vulnérabilité, mais aussi le degré de protection, les moyens de protection de cette vulnérabilité, n'ont pas à être alignés sur un droit étranger, quel qu'il soit. L'objectif de la comparaison juridique est somme toute modeste. Il s'agit seulement d'éclairer la façon dont la vulnérabilité est appréhendée et les techniques qui accompagnent sa reconnaissance. Alors,
De cet éclairage, je donnerai ici un très bref aperçu compte tenu du temps de parole et je me pencherai d'abord sur la notion de vulnérabilité en droit comparé et ensuite sur les moyens de protection de cette vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité n'est pas une notion propre au droit français. Elle fait l'objet d'une large reconnaissance dans d'autres droits que le nôtre, mais son sens n'est pas fermement arrêté. Et ce sont ces deux idées que je voudrais reprendre. D'abord, la reconnaissance. Ce qui retient, ce qui frappe tout de suite lorsqu'on se tourne vers les droits d'autres pays, c'est l'importance que de très nombreux juristes accordent à la vulnérabilité. Que ce soit sous forme de colloques, d'articles, de monographies, de conférences, les travaux sur ce thème sont innombrables et d'ailleurs en nombre croissant. Cet objet d'étude a paru si essentiel que plusieurs facultés de droit dans le monde ont même créé des centres de recherche tout spécialement consacrés au droit et à la vulnérabilité. Il en existe par exemple à l'université de Coimbra au Portugal, il en existe également un à l'université de Lund en Suède, mais l'un des plus connus, et aussi il faut le dire des plus actifs, est celui de l'université de Emory aux États-Unis qui est dirigé par le professeur Martha Feynman. Et la caractéristique de ces centres, c'est, comme le colloque d'aujourd'hui et de demain, d'être pluridisciplinaire ou interdisciplinaire. Alors, si on va un peu plus loin, l'observation que l'on peut faire, c'est que le droit s'intéressant tout autant aux choses qu'aux personnes, on pourrait s'attendre à ce que le concept de vulnérabilité soit appliqué aux uns comme aux autres, ou aux unes comme aux autres. Juridiquement, en effet, il n'y a aucun obstacle à ce qu'une espèce animale, par exemple, à ce qu'une espèce végétale, ou bien encore à ce qu'une langue, pour prendre encore un autre exemple, soit considérée comme vulnérable. Et pourtant, lorsque l'on regarde ailleurs, on s'aperçoit que ce sont les personnes, c'est à propos des personnes que le concept de vulnérabilité est employé par les juristes à l'étranger, et généralement d'ailleurs plutôt les personnes physiques que les personnes morales, et que ces personnes physiques agissent dans leur vie privée ou qu'elles agissent à titre professionnel. Alors sous le bénéfice de cette observation, le champ couvert est quand même assez large. Alors, ce qu'on pourrait dire, pour essayer de présenter de manière synthétique les choses, c'est que la vulnérabilité est appréhendée soit premièrement à travers un groupe d'appartenance, et dans ce cas-là, la vulnérabilité est présumée, et elle désigne une situation qui, sans être toujours définitive, s'inscrit dans la durée. C'est le cas, par exemple, des enfants mineurs, ou en tout cas en très bas âge, des personnes dont les facultés mentales sont altérées, des personnes très âgées, des personnes atteintes d'une maladie grave. À l'origine physique de la vulnérabilité s'ajoutent d'autres facteurs, par exemple le fait d'appartenir à une minorité, que ce soit une minorité religieuse tenant encore à l'orientation sexuelle ou bien encore à l'appartenance à une ethnie, peu importe. Le fait d'appartenir à une minorité est souvent une catégorie sous laquelle se trouvent des personnes vulnérables. Dans certains pays, le seul fait d'être une femme rend vulnérable parce que celle-ci est soumise à la puissance paternelle ou maritale, ou les deux, ou bien encore, et parce qu'il lui est impossible d'accéder à un emploi rémunéré. D'ailleurs, plus généralement, la situation économique est un facteur de vulnérabilité étudié. Je pense ici aux personnes surendettées, aux personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Dans d'autres cas, la vulnérabilité est appréciée individuellement, in concreto. Et cette fois-ci, elle résulte de circonstances provisoires, elle est ponctuelle. Alors on peut citer par exemple la vulnérabilité d'un témoin à l'occasion d'un procès, plus ou moins sensible, ou autre exemple, la vulnérabilité d'un lanceur d'alerte. Alors à la réflexion, ce qui importe, pour le juriste en tout cas, c'est moins le fait que la vulnérabilité soit devenue un objet d'analyse quantitativement répandu que ce que cette évolution révèle, à savoir l'avènement d'une notion juridique. Et ceci est de nature à en faciliter l'identification et nous conduit à nous intéresser de plus près à son sens. Alors, s'agissant du sens de la notion, je n'insisterai pas ici sur les difficultés de traduction, bien qu'elles ne soient pas négligeables. Je ferai simplement deux observations. La première observation concerne l'universalité de la notion.
Et alors là, le débat est compliqué et il est à replacer dans une opposition beaucoup plus vaste entre d'un côté le relativisme et l'isolement des divers droits internes, et de l'autre côté un universalisme avec une unité planétaire, opposition que beaucoup de comparatistes trouvent trop simpliste et qu'ils cherchent à surmonter. Et je pense ici en particulier aux travaux de Madame Mireille Delmas-Marty et à travers le concept de pluralisme ordonné qu'elle appelle de ses voeux. Alors sans entrer dans les détails et pour en revenir à notre sujet, on peut bien soutenir que la protection contre la vulnérabilité ou certaines de ses formes relève des droits fondamentaux, des droits de l'homme. Et du coup, il est ensuite tentant d'y prêter une dimension universelle. Mais c'est donc une option possible, mais c'est aussi un parti pris, et c'est un parti pris semé d'embûches. Je ne fais ici que signaler les difficultés que cela peut poser. Par exemple, première embûche possible, l'insuffisance apparente de l'appréhension de la vulnérabilité par le droit étranger peut procéder de la vision individualiste que projette l'interprète sur le droit qu'il étudie, sans percevoir forcément les solidarités extra-juridiques, solidarité familiale, solidarité clanique par exemple, qui sont à l'œuvre dans la société qu'il observe. Et du coup, les conclusions qu'il va en tirer juridiquement seront erronées, parce qu'il n'a pas bien saisi la société telle qu'elle fonctionne extra-juridiquement. Autre exemple, autre difficulté d'analyse, que je tire d'une étude sur le droit camerounais, le mariage polygamique tel qu'il se pratique au Cameroun, c'est-à-dire un mariage très inégalitaire, à la fois sur le plan extra-patrimonial, mais aussi sur le plan patrimonial, et qui donc heurte de plein fouet notre conception du mariage, notre conception de l'égalité des sexes. Est-ce que ce mariage polygamique place de ce seul fait les épouses dans une situation de vulnérabilité? Toutes les épouses, quelles épouses? Est-ce qu'il est pertinent de déduire la vulnérabilité de la seule inégalité? Voilà une question que cela pose, et vous voyez bien que le postulat de départ influence la réponse. La seconde observation, qui je pense est plus riche d'enseignements, concerne la définition de la notion de vulnérabilité. Et là, on va un peu rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, d'ailleurs ça n'est pas étonnant, aussi bien dans l'histoire que dans la philosophie. En effet, à la différence, je pense, du discours juridique français où prédomine encore une approche catégorielle, bon nombre de juristes étrangers conçoivent la vulnérabilité non pas comme le sort peu enviable réservé à quelques individus ou à quelques groupes d'individus, mais comme le propre de la condition humaine. Et pour eux, il ne s'agit pas de répondre à la définition courante de la vulnérabilité, qui effectivement concerne tout un chacun, on est tous exposés à un accident, à une maladie. Il ne s'agit pas non plus simplement de faire un choix philosophique, il s'agit vraiment d'analyser quelles peuvent être les répercussions juridiques d'une telle définition juridique, justement. En effet, et je m'explique, dans un droit qui postule que chaque personne est capable, autonome, indépendante et rationnelle, dans un droit qui postule que chacun est apte à connaître et défendre personnellement ses intérêts, il est assez logique, il est même très logique, que la liberté, l'autonomie, le respect de la vie privée soient érigés en règles de principe, quitte à prévoir quelques mécanismes correcteurs à la marge. Alors que dans un droit qui postule que chaque personne est par nature vulnérable, parce que chacun est exposé à l'abus, à la manipulation, parce que chacun a des besoins vitaux et matériels dont la satisfaction dépend inévitablement des rapports qu'il entretient avec autrui, rapports professionnels, rapports amicaux, rapports familiaux. Alors, dans une telle conception des choses, les règles de droit doivent être adaptées en conséquence. En effet, dans ce schéma qui place la personne dans un tissu de relations, au lieu de la percevoir comme un individu isolé, il n'est plus question de prévoir des mécanismes réservés à quelques-uns. La catégorisation entre les vulnérables d'un côté et les non vulnérables de l'autre doit être abandonnée parce qu'elle n'a plus aucun sens juridiquement.
Et de lors, les règles de droit doivent être élaborées de façon à privilégier la continuité des relations, l'attention entre tous. Chacun doit être attentif à l'autre, ou bien, si vous voulez, en renversant la perspective, chacun doit pouvoir compter sur l'autre. Et c'est ainsi qu'est apparu le fameux concept de, en anglais on dit care ou caring, et d'ailleurs je pense qu'on l'a laissé en français dans son origine anglaise. Alors plus concrètement, cela peut se traduire en droit, par exemple, par des obligations généralisées et pas simplement ponctuelles de ne pas exploiter l'ignorance ou l'irrationalité d'autrui, par des obligations généralisées de coopération, par des obligations de secours beaucoup plus vastes que ce qui existe aujourd'hui, ou pourquoi pas encore par des incriminations élargies, etc. Alors cette vision des choses, qui vous voyez aboutit à un changement de paradigme, comme on dit scientifiquement, n'est pas sans danger. Et sans doute est-ce la raison pour laquelle cette conception dont je vous parle, on la trouve plus dans la théorie juridique des droits étrangers que dans les droits positifs étrangers auxquels je fais allusion. Et les principaux inconvénients me paraissent être les suivants. D'abord, à tenir tous les sujets de droit comme des personnes vulnérables, le risque est élevé que ceux qui ont un besoin réel et spécifique de protection soient les perdants de cette généralisation. Sauf à réintroduire après coup des règles particulières pour ceux qu'on appellera les très vulnérables. Mais c'est en contradiction frontale avec le postulat de départ. L'interventionnisme excessif dans la vie privée de chacun est également un risque qu'évite au moins en partie l'approche par catégorie, le traitement objectif par catégorie, de la même manière que l'approche catégorielle assure une certaine égalité de droit au sein de ceux qui font partie de la catégorie. Un autre danger, qui n'est pas mince, est de faire peser des responsabilités excessives sur les protagonistes de telle ou telle relation donnée. Enfin, c'est une conception qui passe sous silence les autres finalités poursuivies par le droit et qui ne sont pas moins légitimes, la défense des libertés, au premier rang desquelles la liberté individuelle, la dignité de la personne qui va de pair avec la reconnaissance de son autonomie, la prévisibilité du droit, la sécurité juridique, la création de richesses, pour ne citer que les finalités principales. Or, l'art du droit consiste à trouver un équilibre entre ces diverses finalités. Donc on le voit à travers ces rapides remarques, la comparaison juridique permet de souligner ou de mettre en lumière la variété de sens ou la variété de portée que l'on peut accorder à la notion de vulnérabilité en droit. Cette comparaison juridique, elle est tout aussi instructive en ce qui concerne les moyens mis en place pour protéger la vulnérabilité. Alors, s'agissant des moyens de protection, la liste est longue. La liste est longue des moyens qui visent à protéger les personnes vulnérables contre les risques auxquels elles sont exposées. Il y a des procédés qui font appel à la puissance publique, alors que d'autres font appel à des personnes privées. Certains sont individuels, d'autres sont collectifs, certains sont préventifs, d'autres interviennent a posteriori. Je n'insiste pas parce que je crois que la plupart, en tout cas d'après ce que j'ai pu voir, la plupart de ces moyens sont connus du droit français, à part peut-être les dommages et intérêts punitifs. Ce qui retiendra mon attention, ce n'est donc pas la typologie des moyens de protection. Ce qui m'intéresse ici, c'est la circulation d'un moyen de protection d'un droit vers l'autre. Et ce qui m'intéresse plus précisément encore, ce n'est pas les causes du transfert, mais plutôt l'efficacité du transfert. Est-ce que, empruntant à un autre droit un moyen de protection contre les personnes vulnérables, est-ce que ce transfert fonctionne ou ne fonctionne pas? Et pour examiner cette efficacité, on peut se placer de deux points de vue. On peut se placer dans le droit de réception, c'est-à-dire le droit dans lequel le moyen est transféré, et on peut aussi se placer dans le droit d'origine, celui qui a servi de modèle. C'est ce que je vous propose de voir donc successivement en prenant deux exemples, et uniquement deux exemples, pour chacune de ces hypothèses. Commençons par la première hypothèse, c'est-à-dire l'efficacité du moyen de protection dans le droit de réception. Et je vais prendre comme exemple un exemple tiré du droit anglais d'une notion qui s'appelle l'undue influence. Undue influence. Alors c'est une notion assez ancienne du droit anglais qui vise à sanctionner celui qui profite d'un rapport d'influence
afin d'obtenir de l'autre un avantage clairement injustifié. Il ne s'agit pas d'un vice du consentement, il ne s'agit pas d'une règle d'incapacité. Ce qui est répréhensible dans cette notion, c'est de ne pas avoir préservé l'intérêt de son concontractant alors que le type de relation qui existait entre les parties, qu'elles soient amicales, familiales ou professionnelles, commandait cette prise en considération de l'intérêt de l'autre. Alors, en droit anglais, il existe des cas dans lesquels l'existence d'un rapport d'influence est présumée. C'est par exemple le cas dans la relation entre un médecin et son patient, ou bien encore entre un responsable religieux et l'un de ses adeptes, ou bien encore entre un parent et son enfant. Dans ce cas-là, le rapport d'influence est présumé. Et puis, il y a d'autres cas dans lesquels le rapport d'influence doit être prouvé. Et cette preuve est rapportée lorsqu'une personne se fie au conseil de l'autre et que ce dernier sait la confiance qui est placée en lui. Le premier croit que ses intérêts sont pris en compte par le second et de ce fait baisse la garde, ce dont a parfaitement conscience le second. Alors, une fois ce rapport d'influence caractérisé, il y a une deuxième étape, c'est qu'il faut établir que l'accord est non pas déséquilibré, mais manifestement désavantageux ou inexplicable. Voilà en gros la notion d'undue influence en droit anglais. Cette notion d'influence, d'undue influence, elle a été exportée dans à peu près tous les pays de common law pour des raisons historiques que vous devinez sans doute. Parfois, le transfert a fonctionné, et même mieux que cela. Par exemple, aux États-Unis, l'undue influence sert aujourd'hui dans des domaines dans lesquels il n'avait jamais servi en droit anglais. Par exemple, pour protéger les héritiers contre des testaments injustes, parce que c'est un pays où il n'y a pas de réserve héréditaire. Donc l'undue influence joue une sorte d'équivalent fonctionnel possible à la réserve héréditaire, pour protéger certains héritiers. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est d'examiner le cas d'un autre droit, qui est celui de Singapour. Singapour est également, pour des raisons historiques, soumis au droit anglais. Et c'est intéressant ce cas parce que vous allez voir que le transfert n'a pas du tout fonctionné. Et c'est intéressant de voir pourquoi ce moyen de protection n'a pas marché comme il marche en droit anglais. En effet, les solutions à Singapour sont très divergentes de celles qui existent actuellement en droit anglais, bien qu'elles soient appliquées par des avocats et des juges pour la plupart formés dans des facultés de droit anglaises, bien qu'elles soient appliquées par des avocats et des juges qui s'expriment en anglais, et bien que le droit anglais soit le droit applicable officiellement jusqu'à il y a peu, mais encore officieusement aujourd'hui. Donc dans ce contexte-là, ça peut paraître surprenant que le transfert ne fonctionne pas. Et la différence est très nette dans les décisions singapouriennes relatives aux garanties obtenues par un mari ou un père menaçant qui n'hésite pas à culpabiliser ses proches, c'est-à-dire son épouse ou ses enfants, afin qu'ils consentent, sans poser de questions, à offrir une garantie, une sûreté, en contrepartie du crédit que le mari cherche à obtenir de son banquier. Dès lors que le mari agit dans l'intérêt de la famille, c'est-à-dire pour son commerce, et que l'épouse ou les enfants savent bien ce à quoi ils s'engagent, l'undue influence est totalement exclu par la jurisprudence singapourienne. En pratique et dans ce contexte, le moyen de protection est désactivé, à la différence très nette de ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni, où précisément c'est l'une des applications les plus courantes. Le moyen à Singapour est inefficace, il n'assure aucune protection des personnes vulnérables que sont ici, dans mon exemple, l'épouse et les enfants, fussent-ils majeurs. Alors les origines de cette divergence sont intéressantes à rechercher et elles sont à trouver dans le contexte familial, même je dirais social, de Singapour, et qu'on peut résumer ainsi. C'est une société où la structure familiale est hiérarchisée, où chacun a une place dans la famille, une place hiérarchique dans la famille, d'où dépendent ses devoirs et ses responsabilités. Une société où la piété filiale est déterminante. C'est également une société qui valorise non pas l'individu,
mais l'harmonie de l'ensemble, le bien-être du groupe. La famille y est perçue comme la cellule de base de la société, au profit de laquelle chacun de ses membres doit sacrifier la quête de son propre intérêt. J'ajoute qu'à Singapour, 80% des entreprises sont familiales et sont dirigées par le patriarche. Donc le membre de la famille à qui une garantie est demandée doit se conformer conformément à sa position hiérarchique dans le groupe et donc conformément aussi à l'intérêt collectif. Désobéir au patriarche est quasiment impossible pour un proche. Et si par extraordinaire ce dernier l'envisage, une forte pression s'exercera sur lui pour qu'il accepte ce qui lui est demandé. Alors la notion d'undue influence, qui en droit anglais, je le répète, protège l'individu vulnérable dans cette situation, n'a aucune résonance à Singapour où les relations sont caractérisées par une obéissance au supérieur hiérarchique et par un sens du sacrifice individuel. Admettre l'undue influence reviendrait à porter atteinte à cet ordre-là informel. Cela reviendrait à proclamer que le patriarche a mal agi et que ce comportement, perçu comme honteux et révélé au public grâce à la condamnation judiciaire, ce comportement rejaillirait sur l'ensemble du groupe. C'est sans doute donc la raison pour laquelle ce moyen qui existe dans les textes ne fonctionne pas en pratique. Alors pour finir et beaucoup plus rapidement, voyons l'exemple contraire, enfin de l'hypothèse contraire, c'est-à-dire l'efficacité du moyen de protection dans le droit d'origine. Et je voudrais ici prendre l'exemple de la class action aux États-Unis. Comme vous le savez, cette class action, cette action de groupe, permet de répondre à un déséquilibre de force dans les parties au litige. Ça n'est pas réservé aux personnes vulnérables, mais il est évident que cela profite aux personnes vulnérables. Alors, elle a été inventée aux États-Unis et ce que je voulais souligner ici d'un mot, c'est qu'au moment même où cette class action se répand dans le monde entier, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en Europe, au moment même donc où ce mécanisme s'exporte, il est l'objet de sévères critiques aux États-Unis, donc dans son pays d'origine. Pays où son inefficacité est dénoncée avec une grande vigueur. En gros, la class action remplit deux objectifs, deux fonctions. Elle a une fonction normative, c'est-à-dire de régulation. Or, cette fonction normative, elle n'est plus correctement remplie aux États-Unis, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que les coupables des pratiques délictueuses échappent aux sanctions, ou en tout cas, grâce à l'assurance, échappent au poids financier de ces sanctions. Et du coup, l'effet dissuasif ne fonctionne plus. Et puis, parallèlement, les médias ou les lanceurs d'alerte jouent le rôle de régulateur que ne joue plus ou plus correctement la class action. Et puis, la class action, elle a aussi comme rôle un rôle compensatoire. Elle permet d'obtenir la compensation des préjudices. Mais sur ce point aussi, elle est très critiquée aujourd'hui parce que d'une part, une grande fraction de l'indemnité qui est obtenue va dans la poche des avocats. Et puis ensuite, parce que la fraction restante est très mal distribuée. Et elle est très mal distribuée pour deux raisons. Soit parce que les bénéficiaires de la class action, qui peuvent être des dizaines, voire des centaines de milliers, ne savent même pas qu'ils sont bénéficiaires de la class action et donc ne réclament rien. Soit parce que, sachant qu'ils en sont bénéficiaires, ils n'accomplissent pas les démarches pour demander ce qui leur est dû, parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et à cela s'ajoute le fait qu'en contrepartie de ces résultats somme toute modestes, le procédé génère des coûts de transaction, comme disent les économistes, des coûts de transaction très élevés, des frais judiciaires élevés, des hausses de primes d'assurance, voire pourquoi pas, à tort ou à raison, des diminutions de valeur boursière des sociétés qui sont poursuivies. Et cette dernière observation est une invitation, je crois, une invitation plus générale à ne surtout pas négliger le coût du moyen et du degré de protection juridique contre les diverses formes de vulnérabilité, et donc en définitive est une invitation à s'interroger sur leur réelle efficacité. Voilà. Merci.